Ils ont continué parce que c'est ce que fait un esprit humain face à une porte entr'ouverte. Il sait qu'il ne devrait pas. Et pourtant, il avance. Bonsoir. Ici, La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Le biologiste a protesté. L'ingénieur a répondu que c'était précisément pour ça qu'ils étaient là. Le glaciologue, lui, n'a presque rien dit. Il regardait le sol, comme s'il cherchait à repérer une fissure qui annoncerait l'effondrement. Ils ont décidé d'un protocole minimal, ne pas toucher directement les surfaces, ne pas rester trop longtemps devant un même panneau, ne pas tenter de forceur, une réaction. Seulement observer, enregistrer, sortir. Sauf que l'archive n'a pas respecté leur prudence. Dès qu'ils se sont alignés devant le 4e arc, la surface a cessé d'afficher une phrase. Elle a affiché une structure, une trame, un ensemble de motifs qui changeaient à une vitesse lente, presque respiratoire. Comme un texte qui se déroule, mais dans une langue qui n'existe pas encore dans leur dictionnaire. L'ingénieur a demandé au logiciel de reconnaissance de forme de chercher des répétitions. Le logiciel a répondu immédiatement « oui, il y en avait ». Beaucoup. Des séquences qui se répétaient comme des balises. Et ces balises, une fois isolées, ressemblaient à une logique de chapitre. L'archive n'était pas en train de leur montrer un panneau fixe. Elle était en train de leur transmettre quelque chose. Et c'est là que l'idée la plus dérangeante s'est imposée. Ce lieu n'était pas seulement une bibliothèque. C'était un dispositif de communication. Ils ont filmé encore et encore. Ils ont stocké sur plusieurs supports, en redondance, comme si leur vie dépendait de la sauvegarde. Puis la première perturbation est arrivée. Le biologiste a eu un vertige violent. Pas le vertige du froid. Un vertige intérieur, comme une chute soudaine de tension. Il a dû s'asseoir. Il a dit qu'il avait l'impression que quelque chose tirait derrière ses yeux. L'ingénieur a parlé de stress, de claustrophobie. Mais son propre rythme cardiaque, enregistré par sa montre, avait bondi de façon irrationnelle au moment où le panneau avait accéléré. Le glaciologue lui a dit une phrase très simple qui n'avait rien d'un scientifique et tout d'un survivant. Ce lieu ne veut pas seulement être vu, il veut être compris. Ils ont arrêté l'observation, ils ont reculé de 10 mètres, puis de 20, et le panneau s'est calmé, comme si l'archive avait mesuré leur seuil, comme si elle avait testé leur capacité à recevoir. Ils sont sortis. Ils ont respiré l'air glacé et le bruit du vent leur a semblé, pour la première fois, rassurant. Dans la tente labo, ils ont commencé à analyser les images. Et là, un détail a changé leur monde. Sur certaines frames, invisibles à l'œil nu en temps réel, il y avait des micro-variations dans la texture du panneau. Des points, des lignes, des alignements, comme un filigrane, bottes. L'ingénieur a superposé ces variations, a stabilisé, a amplifié. Et une forme est apparue. Pas un mot, un schéma. Une structure de relation, comme un graphe, et au centre du graphe, un symbole récurrent. Le même que celui qu'ils avaient vu à l'entrée, celui qui ressemblait presque à une lettre latine. Le biologiste a reconnu l'intention avant même de la traduire, c'était un titre. Ils ont travaillé dessus 12 heures d'affilée, sans dormir, sans manger correctement, avec la sensation qu'ils étaient observés, même sous la toile de la tente. À l'aube, ils ont obtenu une traduction plausible, imparfaite mais cohérente. Du haut, un nom, protocole d'obsidienne. Et en dessous, une phrase qui a gelé l'équipe. COCC, EST, un confinement. Le mot confinement n'était pas forcément celui d'origine, mais c'était l'idée. Un enfermement volontaire, une quarantaine. L'archive n'était pas un coffre au trésor, c'était une zone de quarantaine pour des informations. L'ingénieur a posé la question qui tue, celle que personne ne voulait formuler. De quoi ont-ils eu peur au point d'enterrer une archive entière sous des kilomètres de glace? Ils sont retournés à l'intérieur.
Cette fois, ils ont ciblé les panneaux comme une opération chirurgicale, ils ont choisi une section du protocole d'Obsidian qui semblait conçue pour être lue par des êtres humains peu avancés. Une sorte de niveau d'introduction, comme si l'archive avait anticipé qu'elle ne serait pas ouverte par des pairs, mais par des descendants. Le panneau a réagi immédiatement. Il a affiché un texte plus stable, moins mouvant. Une écriture plus régulière, comme si l'archive avait sélectionné un mode compatible. Ils ont enregistré la totalité, puis ont commencé à traduire sur place. Le texte dans leur traduction disait ceci. Nous avons découvert des idées qui s'auto-répliquent. Elles ne nécessitent pas d'outils. Elles nécessitent un esprit. Nous avons construit des machines qui peuvent être reconstruites par des peuples plus simples si la connaissance fuit. Nous avons construit des méthodes qui transforment le vivant, et ces méthodes peuvent être copiées. Nous avons compris que la mémoire est une arme, et que certaines mémoires ne doivent pas survivre. Alors nous avons choisi la glace, nous avons choisi le froid, nous avons choisi la lenteur. Nous avons scellé ce qui, autrement, se propagerait. Si vous êtes ici, c'est que la barrière naturelle a échoué. La glace recule, le monde change. Vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas élu, vous êtes au bord d'un choix. L'ingénieur a relu la dernière phrase plusieurs fois, parce qu'elle n'était pas dramatique. Elle était clinique. Et ça c'est pire. Et ça c'est pire. Ils n'avaient pas seulement trouvé un avertissement. Ils avaient trouvé une philosophie. Un mode d'emploi de la prudence, ou un mode d'emploi du silence. Le biologiste a demandé « Qui sommes-nous » ? Qui sommes-nous ? Le glaciologue, lui, a demandé autre chose. Pourquoi au Groenland ? Parce que si tu choisis un endroit pour sceller quelque chose pour des millénaires, tu choisis un endroit stable. Et la vérité, c'est que le Groenland n'a pas toujours été stable. Il a connu des cycles, des réchauffements, des refroidissements. Si quelqu'un a choisi le Groenland, c'est qu'il pensait avoir une marge. Assez de marge pour que personne ne revienne avant longtemps. Mais la marge était en train de disparaître. Oh, ce qu'il passait à aller... Le protocole d'Obsidian était structuré en étapes, comme une procédure d'accès. Niveau 1, avertissement. Niveau 2, compréhension des risques. Niveau 3, accès contrôlé. L'archive fonctionnait comme si elle avait été conçue pour n'être accessible qu'à une civilisation capable de prouver un certain degré de maturité. Et cette maturité n'était pas mesurée par la technologie, elle était mesurée par la retenue. C'était presque ironique. La condition pour accéder à des savoirs dangereux, c'était d'accepter de ne pas y toucher. Mais l'humanité, dans ses archives comme dans sa politique, n'a jamais brillé par la retenue. L'équipe s'est retrouvée face au premier vrai dilemme. Pas un dilemme théorique, mais un dilemme immédiat. Ils avaient déjà des images, déjà des fragments, ils avaient de quoi prouver qu'il y avait là une structure artificielle, et donc ils avaient de quoi déclencher une tempête internationale. S'ils transmettaient l'information, ils perdraient le contrôle du site en 48 heures. Des avions, des hélicos, des équipes concurrentes, des gouvernements. S'ils ne transmettaient pas, ils devenaient, eux, les gardiens d'un secret qui ne leur appartenait pas. Et si le secret était trop dangereux, alors devenir gardien n'était pas un privilège. C'était une condamnation. Ils ont choisi une troisième option. La pire souvent parce qu'elle ressemble à la prudence. Ils ont transmis partiellement un message crypté à leur organisme avec une formulation neutre, anomalie structurelle confirmée, matériaux non identifiés, cavité stable, nécessité d'extension de mission. Ils n'ont pas écrit archive, ils n'ont pas écrit Obsidian. Mais l'Obsidian, ils l'avaient déjà envoyé dans les données spectrales. Et dans certains bureaux, certains mots-clés déclenchent des réflexes. La réponse est arrivée 12 heures plus tard. Une réponse trop rapide pour être une simple administration. Elle disait « Maintenez la position, ne laissez personne approcher. Attendez instruction. »
et au bas du message, une signature qui n'aurait pas dû être là. Pas un labo, pas une université. Un service de coordination sécuritaire. L'ingénieur a compris avant les autres ce que ça signifiait. Il n'était plus seul dans l'histoire. L'archive venait d'entrer dans le monde réel, celui des intérêts. Ils ont discuté longtemps, dans la nuit polaire qui n'était pas encore totale, mais déjà oppressante. Le biologiste voulait arrêter, dire « on a vu assez, on a la preuve, on se retire ». Le glaciologue disait « si on se retire, d'autres viendront plus brutaux ». Autant comprendre le protocole, au moins. Autant savoir comment ce lieu fonctionne pour éviter qu'il ne réagisse mal à un forçage. L'ingénieur, lui, pensait à une autre chose. Si l'archive est à confinement, alors ouvrir mal peut être pire que ne pas ouvrir du tout. Parce que un confinement, si tu le brises, tu libères. Et là, le récit a basculé. Ils ont entendu le premier signe extérieur de l'arrivée du monde. Un bruit au loin, pas le vent, un rotor. Les hélicoptères, dans ces zones, ne viennent pas par hasard. Ils viennent parce que quelqu'un a décidé. L'équipe a éteint les lumières, a refermé les tentes, a vérifié les angles. L'hélico a tourné, a cherché, puis a atterri à plusieurs kilomètres, hors de leur champ direct. Ils ont eu le temps de se dire « ce n'est peut-être pas pour nous ». C'est peut-être une mission météo, un ravitaillement. Puis ils ont vu les silhouettes, 3 personnes, équipées, rapides, pas des scientifiques. Et même à distance, un détail était évident. Elles savaient où aller. L'ingénieur a eu une réaction immédiate, très humaine. Si quelqu'un arrive en sachant, c'est que quelqu'un a parlé. Ou que quelqu'un surveillait déjà. Ils ont pris une décision. Retour à l'archive. Maintenant, avant que d'autres ne l'atteignent, ils ont traversé le couloir noir en courant, ce qui était une erreur, parce que l'archive a réagi. Le silence parfait s'est épaissi, comme si l'espace refusait la précipitation. Les parois ont produit une vibration plus forte. Pas un bruit, une sensation dans la cage thoracique. Et dans la salle principale, les panneaux se sont allumés de texture, comme si l'archive passait en mode défensif. Ils se sont arrêtés, haletants, et l'ingénieur a compris ce que la structure faisait. Elle ne répond pas seulement à la présence. Elle répond au comportement, comme un système qui mesure l'intention par la manière dont tu bouges. Ils ont ralenti. Ils ont respiré. Ils ont essayé de paraître calmes, comme si un lieu pouvait juger. Le 4e arc a affiché une phrase nouvelle, pas celle qu'ils avaient vue avant. Une autre. Ils l'ont traduite avec difficulté, mais le sens a été limpide. L'URGH ST1 signe d'immaturité. La phrase les a humiliés, parce qu'elle disait exactement ce qu'ils étaient en train de lire. Et ensuite, sans qu'il n'ait rien demandé, le panneau a affiché une section qui ressemblait à un avertissement de sécurité. Ou une liste des conditions. Ne pas introduire d'explosifs, ne pas introduire d'ondes fortes, ne pas briser les surfaces, ne pas tenter d'exporter la matière. Et tout en bas, la phrase la plus troublante, c'est eux qui doit sortir, sortira par vous. Le biologiste a blêmé. Sortira par vous, par vos yeux, par votre mémoire. Comme si le danger n'était pas un objet qu'on vole, mais une information qui s'implante, comme si l'archive était conçue pour éviter le pillage matériel, mais acceptait ou anticipait le transfert mental. Ils ont entendu, au loin, un bruit sourd dans le couloir. Quelqu'un venait d'entrer. Les silhouettes étaient là. L'équipe s'est cachée partiellement derrière un arc, dans l'ombre, et a observé. 3 personnes, comme prévu, sont apparues dans le couloir, équipées de lampes puissantes, de sacs, de boîtiers. Elles ont avancé sans prudence, comme des gens qui ont un objectif et une autorisation. L'une d'elles a tendu la main vers un panneau, sans respecter la distance.
La réaction a été instantanée. La salle a vibré. Les textures ont changé brutalement. Et la lampe de l'intrus a clignoté, puis s'est éteinte. Les autres lampes ont suivi, une par une, comme si l'énergie leur était retirée. Le noir est tombé. Et dans ce noir, un son est apparu. Pas un son mécanique, pas une alarme. Une tonalité basse, continue, qui semblait sortir des murs. L'un des intrus a juré. Un autre a reculé. Le troisième a tenté d'allumer une lampe de secours. Puis ils ont commencé à paniquer. Et à ce moment-là, l'archive a affiché quelque chose sur les panneaux, visible même dans l'obscurité parce que la texture changeait suffisamment pour dessiner des formes. Une phrase immense, sur plusieurs surfaces. Ils l'ont traduite plus tard, mais le sens était évident même sans mots. C'était un verdict. Le glaciologue a eu une pensée fulgurante. Le site n'est pas seulement protégé par la glace, il est protégé par sa capacité à rendre l'intrusion inefficace. Le biologiste, lui, a pensé à pire, et si l'archive pouvait faire plus que couper la lumière. Les intrus, privés de leurs outils, ont reculé en trébuchant. L'un d'eux a touché un arc en reculant, involontairement. La vibration a monté d'un cran, et l'homme s'est plié en deux, comme s'il venait de recevoir un choc électrique interne. Pas un choc visible. Une douleur. Il a crié, et son cri s'est étouffé dans le silence. Les deux autres l'ont tiré vers le couloir, qui ont fui. L'équipe est restée figée, pas par compassion, par terreur. Parce que ça confirmait une chose, l'archive n'était pas un vestige passif. C'était un système défensif. Et si un système défensif existe, c'est que la menace anticipée était réelle. L'ingénieur a soufflé une phrase qui résumait tout. Ils n'ont pas enterré une archive. Ils ont enterré un gardien. Ils ont attendu longtemps avant de bouger. Quand la tonalité a cessé et que les lampes ont accepté de fonctionner à nouveau, ils ont compris que l'archive avait relâché la pression, comme un organisme qui se calme après une agression. Ils sont sortis, et la question a changé de nature. Ce n'était plus « qu'est-ce que contient l'archive ?» C'était « qui la veut et pourquoi ?» Parce qu'à l'instant où quelqu'un arrive armé, rapide, informé, ce n'est pas de la curiosité scientifique. C'est un projet. C'est un projet. Ils ont regagné la tente labo, ont vérifié les enregistrements, et ont vu un détail qui leur a fait comprendre qu'ils venaient d'entrer dans une course perdue d'avance. Pendant l'incident, l'archive avait affiché une phrase que leur caméra avait captée sur un panneau latéral pendant moins d'une seconde. Une phrase courte. Ils l'ont isolée, amplifiée, traduite. Sur Roth, elle disait « CEUX croient, prenent ne comprenent pas. Ceux qui comprennent ne prennent pas. » C'était une règle, une séparation, et ça ressemblait à une condamnation de notre époque entière, parce que le monde extérieur fonctionnait exactement à l'inverse. Ils ont pris une décision qui, sur le moment, leur a semblé rationnelle. Comprendre le protocole d'accès, atteindre le niveau 3, non pas pour tout lire, mais pour savoir comment empêcher une lecture brutale. En clair, trouver comment refermer la porte. Ils sont retournés à la salle principale et ont cherché une section verrou. Un équivalent de procédure de fermeture. L'archive, comme si elle les attendait, a affiché un nouveau texte. Et ce texte a été le plus dérangeant de tous, parce qu'il n'avait rien d'un avertissement mystique. Il avait la forme d'un contrat. Si vous souhaitez la caisse, vous devez accepter la charge. Et en dessous, une série de conditions. Ne pas diffuser sans compréhension. Ne pas utiliser sans consensus. Ne pas permettre la reproduction incontrôlée. Des phrases simples, presque naïves, comme si l'archive savait que le langage moral devait rester accessible. Et la dernière condition, celle qui les a fait se taire longtemps, la cessez complet ex aege, une renonciation. Renonciation à quoi? Ils ont cherché des détails.
Le panneau affichait un symbole qui ne correspondait à rien de leur base. Et pourtant, l'idée était claire, un échange. L'archive ne donnait pas gratuitement. Elle exigeait une preuve. Une preuve que l'on était capable de perdre quelque chose volontairement. C'est là que l'ingénieur a proposé l'hypothèse la plus glaçante. Et si l'archive testait la civilisation en exigeant un sacrifice de pouvoir? Un geste qui prouve qu'on ne vient pas pour dominer. Le biologiste a répondu, sans hésitation, alors on échouera. Parce que l'humanité ne sacrifie jamais le pouvoir. Elle sacrifie les autres. Et pendant qu'il parlait, dehors, le vent a changé. Le glaciologue a regardé les capteurs. La température remontait légèrement. La glace travaillait. Le temps jouait contre eux. Pas seulement parce que d'autres équipes pouvaient arriver, parce que la calotte, en se déplaçant, pouvait altérer la structure autour. Et une structure qui se défend, sous pression, peut se défendre de façon imprévisible. Ils ont quitté l'archive pour la nuit. À l'aube, ils ont trouvé leurs traces autour du camp. Des traces de pas qui n'étaient pas les leurs. Et surtout, un détail, quelqu'un avait tenté d'accéder à leur matériel. Pas un vol. Une inspection. Ils avaient été visités. Ils ont compris qu'ils n'étaient plus en mission scientifique. Ils étaient dans une opération de récupération, et eux-mêmes étaient devenus des ressources. Et c'est là que la vraie tension commence. Parce que l'archive d'Obsidian n'est pas seulement un lieu sous la glace. C'est un objet de convoitise. Et tout ce qui est convoité finit par attirer des gens prêts à prendre des risques que les autres ne prennent pas. Le deuxième hélico est arrivé en plein après-midi, quand la lumière était encore suffisante pour rendre le paysage presque beau. Cette beauté-là était un mensonge. Parce que ce second appareil n'a pas tourné au hasard, il a suivi une trajectoire directe, et s'est posé trop proprement. Et il a déchargé trop vite. 4 personnes, puis 6. Des caisses rigides, des sacs longs, des antennes, des boîtiers qui n'avaient rien à voir avec une mission de terrain classique. L'ingénieur observait la jumelle, et il a dit ce que tout le monde pensait déjà. Ce ne sont pas des scientifiques. Ils n'avaient pas besoin d'un signe pour comprendre. La manière de bouger suffit. La manière de sécuriser un périmètre suffit. La manière de ne pas regarder le paysage suffit. L'équipe originale a hésité entre 3 options, et aucune n'était bonne. Se présenter, se cacher, fuir. Se présenter, c'était risquer d'être neutralisé administrativement, puis remplacé. Se cacher, c'était gagner du temps, mais perdre l'initiative. Fuir, c'était abandonner l'archive à des mains inconnues. Ils ont choisi une 4e option, celle qui ressemble à la prudence, mais qui est en réalité une confrontation. Observer. Attendre. Comprendre qui venait. Ils ont éteint tout ce qui pouvait trahir leur présence, et ont gardé un minimum de chaleur dans la tente labo. Puis ils ont attendu. Le groupe arrivait à installer un poste avancé en moins d'1 heure. Un camp plus propre, plus organisé, plus silencieux. Ils ont vu les antennes se dresser, ils ont vu des câbles se tendre, ils ont vu des hommes faire des allers-retours vers le point d'accès comme s'ils connaissaient déjà le chemin. Et alors, ce qui devait arriver est arrivé. Ils ont tenté l'entrée, dont l'équipe originale les a suivis à distance en restant hors des axes, en profitant du relief glacé. Ils sont arrivés au couloir. Ils ont vu, et ça les a frappés immédiatement. Les nouveaux venus ne comprenaient pas la règle de l'endroit. Ils marchaient trop vite. Ils faisaient trop de bruit. Ils projetaient leur maîtrise technique sur un lieu qui n'était pas conçu pour être maîtrisé. Le premier homme a pointé une lampe haute puissance dans l'ouverture. Le faisceau a été avalé. Le second a posé un boîtier au sol et a déployé une sorte de scanner. Ils ont avancé. Ali les 80, mais amant. La vibration est revenue, d'abord légère, puis plus insistante. Le couloir a durci son silence, comme la veille. L'ingénieur de l'équipe originale a senti son ventre se serrer, non pas de peur, mais de certitude. Ils vont déclencher une réaction. Dans la salle principale, les intrus ont braqué leurs lampes sur les arcs.
Ils ont vu les textures, mais ils n'ont pas attendu. Ils ont tenté de coller des capteurs, de mesurer, d'extraire. Le premier panneau a changé de surface comme s'il réagissait à la proximité. Le second a affiché une phrase. Mais les intrus n'ont pas lu. Ils ont cherché l'accès. Ils ont cherché la prise. Ils ont cherché la manière d'ouvrir. Et l'archive a fait quelque chose de nouveau. Au lieu de couper brutalement l'énergie, elle a changé l'air. C'est difficile à expliquer sans tomber dans le spectaculaire, alors on va rester sur les mesures. Le biologiste avait des capteurs physiologiques sur lui. Le glaciologue avait des instruments de pression et d'humidité. L'ingénieur avait ses enregistreurs. Ils ont noté 3 choses, simultanément. Une variation du champ électromagnétique, faible mais stable, une baisse locale de l'humidité, et une sensation immédiate, subjective chez chacun, une pression dans la tête, comme si l'espace compressait la pensée. Les intrus ont continué, et c'est là que l'incident a franchi un seuil. Un des hommes s'est arrêté net. Il a regardé un arc, puis il a murmuré quelque chose à son collègue. Son collègue n'a pas répondu. Il fixait le panneau comme hypnotisé. Le troisième a tenté de tirer son collègue par l'épaule. Et quand il a posé la main sur lui, l'homme s'est retourné d'un coup, avec un regard vide, hostile, presque animal. Il l'a repoussé violemment. Puis il a reculé contre un arc. À cet instant, la vibration a monté. Et l'homme qui avait l'air hostile a porté ses mains à sa tête comme s'il avait été frappé de l'intérieur. Il a poussé un cri sec, puis il s'est effondré. Les autres se sont figés. Leur discipline a craqué. Une voix a lancé un ordre sec, nerveux. Ils ont tenté de relever l'homme. Et l'archive, comme si elle refusait le contact, a éteint toutes les lampes d'un coup. Le noir est retombé, total. Mais cette fois, il n'y a pas eu la tonalité basse. Il y a eu pire. Pourtant, pas une voix claire, pas une phrase. Un phénomène sonore ambigu, comme si plusieurs fréquences se superposaient juste à la limite de l'audible. Le biologiste de l'équipe originale a blêmi immédiatement. Il a dit « Ce n'est pas un son. C'est une sensation. » Les intrus ont paniqué. Ils ont tâtonné, ils se sont bousculés, ils ont tenté de sortir en courant. L'un d'eux s'est cogné à jurer. Un autre a trébuché. Et le troisième s'est mis à rire. Un rire brèche, inadapté. Le rire d'un cerveau qui décroche. Puis ce rire s'est transformé en sanglots, et l'homme a commencé à répéter une phrase, encore et encore, comme une prière brisée. Je vois, je vois, je vois. Ils ont réussi à le tirer hors du couloir. À l'extérieur, dans l'air du Groenland, les lampes ont refonctionné. Les intrus ont traîné leurs collègues inconscients. Ils ont reculé vers leur camp en urgence. L'équipe originale est restée immobile, cachée, incapable de bouger pendant de longues secondes. Ce qu'ils venaient de voir détruisait l'hypothèse défense simple. Ce n'était pas juste une porte qui se ferme. Ce n'était pas juste une coupure d'énergie. C'était un dispositif capable d'agir sur le comportement, sur la cognition, sur l'état mental. L'ingénieur a murmuré une phrase qui n'était plus une hypothèse, mais un constat. Ce lieu ne repousse pas seulement les mains. Il repousse les esprits. Ils ont attendu que les intrus s'éloignent. Puis ils sont retournés à la salle, avec une prudence presque respectueuse. À l'intérieur, tout était revenu à une stabilité froide. Comme si l'archive n'avait fait qu'appliquer un protocole, puis l'avait rangé. Et sur le 4e arc, là où ils avaient lu « Ne cherchez pas à tout lire », une nouvelle phrase était apparue. Ils ont traduit lentement mot par mot, avec une concentration tendue. Elle à force ne donne pas acquiesce. Elle déclenche la quarantaine. Le mot quarantaine revenait, toujours. Comme si, dans la logique de l'archive, l'intrusion n'était pas un crime, c'était une infection. Et quand tu penses infection, tu penses propagation. Tu penses contagion. Le biologiste a alors formulé l'hypothèse qui a changé la mission. Et si l'archive ne contenait pas seulement des secrets dangereux,
mais des informations conçues pour se transmettre comme des agents cognitifs, des idées qui s'impriment, des structures mentales qui s'installent. Et si sa défense, au lieu d'être une arme, était une mesure sanitaire, désorienter, saturer, faire reculer, empêcher le téléchargement? L'ingénieur a répondu du tac au tac, d'une voix basse. Alors le pire risque, ce n'est pas qu'ils volent quelque chose, c'est qu'ils repartent avec quelque chose dans la tête. Ils ont quitté la salle en urgence contrôlée et sont retournés à la tente labo. Le camp des nouveaux venus était en agitation. Ils parlaient vite, ils faisaient des allers-retours. Ils avaient installé une lumière plus forte, des protections, des écrans. On aurait dit qu'ils préparaient une seconde tentative. L'équipe originale a compris qu'ils n'avaient plus le luxe du temps. Ils devaient soit disparaître, soit reprendre le contrôle narratif. Parce que dans ce genre de situation, celui qui fait le premier rapport fixe la réalité. Ils ont décidé de produire un dossier minimal, mais crucial, pour leur organisme officiel. Preuve visuelle de réaction cognitive sur intrus. Preuve de défense non mécanique. Preuve d'activation par comportement. Ils ont compressé, crypté, envoyé. Puis, dans la foulée, ils ont fait quelque chose de risqué, ils ont inclus une traduction partielle du protocole d'Obsidian. Pas le détail, pas les schémas, juste l'avertissement. Confinement. Mémoire qui se propage. Ne pas tout lire. C'était une manière de dire, si vous arrivez ici avec des méthodes brutales, vous pouvez déclencher quelque chose que vous ne contrôlez pas. La réponse est arrivée plus vite que la veille. Encore trop vite. Elle ne disait plus « attendez instruction ». Elle disait « neutralisez l'accès ». Préparez extraction. Extraction de quoi? De fragments, de données. Le message était volontairement ambigu. Et l'ambiguïté, dans ce contexte, était un signal. Quelqu'un, au-dessus, voulait pouvoir nier. Ils ont compris qu'ils n'obtiendraient pas de protection. Ils obtiendraient un ordre. Et s'ils refusaient, ils seraient remplacés. Alors l'ingénieur a proposé l'option qui ressemble à une folie, mais qui est parfois la dernière forme de contrôle, aller au niveau 3 avant qu'un autre le fasse. Accéder à l'étape qui exige la renonciation. Comprendre ce que l'archive demande. Et surtout, comprendre comment la refermer. Parce que si l'archive se comportait comme un confinement, il devait exister un mode verrouillage, un mode hibernation, quelque chose. Ils sont retournés à l'intérieur, de nuit, en profitant du fait que le camp adverse semblait occupé à stabiliser leurs blessés. Dans la salle principale, l'archive a réagi à leur arrivée avec une sobriété presque froide. Comme si elle faisait la différence entre une tentative de forçage et une tentative de dialogue. Le glaciologue a avancé en premier, lentement. Le biologiste et l'ingénieur l'ont suivi en contrôlant leur souffle. Ils se sont placés devant l'arc du protocole, et sans qu'ils le demandent, la surface a affiché le même contrat. Si vous sous-arrêtez la caisse, vous devez accepter la charge. Puis, en dessous, une nouvelle ligne est apparue, comme si l'archive répondait à l'urgence extérieure. Le temps est un facteur. La pression extérieure augmente. Vous êtes observés. L'ingénieur a eu un frisson. Pas parce que c'était une phrase spectaculaire, parce qu'elle était juste. Comme si l'archive captait les changements autour du site, les vibrations, les intrusions, la présence de groupes. Le biologiste a demandé, à voix basse, quelque chose de presque ridicule à dire à un mur. « Qu'est-ce que tu veux ?» La surface a changé très lentement, les reliefs se sont alignés. Un mot est apparu, simple, dans leur traduction approximative. Retenu. Puis un second. Responsabilité. Et enfin, le troisième, qui a fait taire tout le monde. Renonciation. La renonciation revenait. Mais cette fois, l'archive a clarifié. Elle a affiché une série de symboles qui, une fois interprétés, ressemblaient à une procédure. 3 étapes. Première étape, reconnaître la nature du danger. Deuxième étape, accepter la charge. Troisième étape, prouver la renonciation par un acte irréversible. Acte irréversible.
Ce mot-là, même mal traduit, a un goût très précis. L'ingénieur a compris ce que l'archive demandait. Avant même de le voir entièrement, elle ne demandait pas un mot. Elle demandait une perte volontaire, qui prouve qu'on ne vient pas accumuler. Et si ce lieu contenait des informations capables de se propager, alors l'acte irréversible le plus logique n'était pas matériel. Kyo, c'était mental. Le biologiste a formulé l'hypothèse à voix haute, et sa voix tremblait malgré lui. Et si elle exigeait qu'on accepte d'oublier? Silence. Si l'archive était un confinement de savoir dangereux, alors un accès complet pouvait être conditionné par une contre-mesure, empêcher le lecteur de ressortir avec tout. Le glaciologue a ajouté une autre possibilité, ou qu'on accepte de ne jamais ressortir. Et là, le mot « charge » prenait un sens sinistre. La charge, ce n'était pas un accès VIP. C'était un rôle de gardien. Tu veux lire, alors tu deviens la barrière. Tu veux savoir, alors tu acceptes de porter le poids. L'archive a affiché une phrase qui a détruit toute illusion de confort. Certains savoirs ne s'exportent pas. Il est ce portin ou il est ce célène. Puis une seconde phrase. Celui qui a que 2 devient partie du confinement. L'ingénieur a reculé d'un pas par peur de l'archive, par peur de ce que ça signifiait pour eux ici maintenant. Dehors, des gens arrivaient, prêts à forcer, et la seule manière propre d'obtenir un accès consistait à accepter de se sacrifier d'une façon ou d'une autre. Ils ont compris que l'archive avait été pensé comme une épreuve morale, et que l'humanité moderne, prise dans ses rivalités, était en train de foncer exactement dans le scénario que l'archive redoutait. Puis, comme si l'archive leur donnait un dernier outil, un dernier avertissement opérationnel, elle a affiché une section courte, très claire, presque un mode d'emploi. Se multiplie, le mode quarantaine profonde s'active. L'équipe s'est figée. Quarantaine profonde. Quarantaine profonde. Ce n'était pas fermeture. C'était une réponse plus dure. Ils ont cherché la suite. Et la suite a été la phrase la plus inquiétante depuis le début. Que la rente est profonde, la sortie n'est pas garantie. Ce n'était plus une menace abstraite, c'était une règle de sécurité. Si trop de monde tente d'entrer, si le forçage devient violent, alors l'archive peut se défendre en scellant tout, y compris ceux qui sont à l'intérieur. Et à cet instant, l'ingénieur a compris la nature exacte de la course. Ce n'était pas une course pour accéder au trésor. C'était une course contre un verrou qui allait se refermer. Une fois refermé, personne ne saurait ce qui s'est passé. Personne ne saurait ce qui a été libéré ou contenu. Et surtout, si des intrus repartent avec quelque chose dans la tête avant la quarantaine profonde, alors l'archive aura échoué. Le biologiste a serré les dents. Il faut empêcher la seconde tentative. Le glaciologue a répondu d'une voix basse, réaliste. On n'a pas les moyens de les arrêter physiquement. L'ingénieur a regardé les panneaux, puis il a dit la seule phrase qui lui semblait encore logique. Alors il faut convaincre l'archive de se refermer avant eux, mais pas en quarantaine profonde. En verrou propre. Ils ont cherché une procédure de verrouillage. Ils n'ont pas trouvé un bouton. Ils ont trouvé un principe. Le verrouillage exigeait la renonciation. Et la renonciation, si leur hypothèse était juste, pouvait impliquer une perte de mémoire, une perte de capacité à répéter, à transmettre. Un sacrifice cognitif. Ils ont hésité. Parce que là, la mission cessait d'être scientifique. Elle devenait personnelle. Est-ce que tu acceptes de te mutiler mentalement, même partiellement, pour empêcher d'autres de repartir avec un poison intellectuel? Est-ce que tu acceptes de devenir, toi, une partie du confinement? Dehors, le camp adverse s'activait. Ils ont entendu le bruit des rotors de test. Ils ont vu des lumières se déplacer. Ils n'avaient plus le luxe de la philosophie. Ils devaient choisir. Ils devaient choisir.
Ils sont restés plusieurs minutes sans bouger, devant le panneau, comme si le simple fait de décider pouvait déclencher une réaction. Le froid n'était plus le problème. Le problème, c'était le temps. Dehors, le camp adverse préparait sa seconde tentative, et l'équipe originale avait désormais une certitude. S'il forçait, l'Archive activerait la quarantaine profonde. Dans le meilleur des cas, elle se refermerait en les enfermant tous. Dans le pire des cas, elle déclencherait une réponse plus radicale, une réponse qui ne protégerait pas seulement la matière, mais empêcherait la connaissance de sortir, en endommageant ceux qui la reçoivent. Le biologiste a fini par dire ce que personne n'osait formuler. Si l'archive a été construite comme un confinement, alors le mode quarantaine profonde, c'est peut-être un nettoyage. Pas un verrou, un effacement. L'ingénieur a hoché la tête, lentement. Et si c'est un effacement, il peut être cognitif, pas une explosion, un brouillage. Une destruction de l'information dans nos propres cerveaux. Le glaciologue a regardé le texte du contrat, puis il a soufflé. Alors la seule fermeture propre, c'est celle qui choisit volontairement la perte, au lieu de la subir par violence. Ils ont quitté la salle en silence, ont remonté le couloir, et sont sortis dans la lumière grise du Groenland. Le corps adverse était en mouvement. À la jumelle, l'ingénieur a vu des détails qui ont confirmé leurs pires intuitions, des boîtiers lourds, du matériel de déploiement, et surtout des protections auditives et visuelles. Ce n'était pas pour le bruit, c'était pour limiter l'exposition. Ils savaient. Ou ils avaient compris une partie de ce qui s'était passé à leur première tentative. Ce qui signifiait une chose simple, la seconde tentative serait plus méthodique, plus agressive et moins sensible à la panique. Ils ont couru jusqu'à leur tente labo et ont sorti tout ce qui pouvait servir à documenter. Caméras, enregistreurs, capteurs physiologiques, batterie externe. Le biologiste a imposé une règle, tout le monde porte un capteur de rythme cardiaque et de variabilité. Si l'archive agit sur le cerveau, on doit le voir dans le corps. L'ingénieur a ajouté une autre règle, double sauvegarde en temps réel. Une carte mémoire ne suffit pas. 2 supports, 2 systèmes, sinon rien. Le glaciologue lui a dit la chose la plus importante, sans jargon, sans théorie. Si eux entrent, on ne se bat pas. On se retire et on observe la réaction. Parce que si on essaie de jouer au zéro, on déclenche la quarantaine profonde nous-mêmes. Ils ont pris position à distance, là où ils pouvaient voir l'accès sans être repérés immédiatement. Puis, la seconde tentative a commencé. Le groupe adverse est arrivé au couloir en formation serrée, 2 en tête, 2 sur les flancs, un derrière avec une caisse. Ils avançaient comme si le lieu était hostile au sens militaire, pas au sens cognitif. L'un d'eux a posé un boîtier au sol, près de l'entrée. Une antenne courte s'est déployée. L'ingénieur a compris. Ils vont envoyer une impulsion, une onde. Le biologiste a serré la mâchoire. Ils n'ont rien appris. La vibration est apparue dès la première impulsion, plus forte que la veille. Le couloir a répondu comme une membrane. Les murs ont produit une sensation de pression, même à distance. Le groupe adverse a continué. Ils ont avancé malgré la réaction. Le boîtier a émis une seconde impulsion, plus longue. Cette fois, les lampes n'ont pas été coupées. Les lampes ont vacillé puis se sont stabilisées. Comme si l'archive, au lieu de simplement éteindre, cherchait un autre mode de défense. Ils sont entrés dans la salle principale. Et là, le moment s'est figé. Les panneaux, tous les arcs ont changé de texture en même temps. Pas un allumage, pas une projection. Un basculement. Comme si l'archive passait d'une posture d'accueil à une posture de confinement. Les intrus ont braqué leurs lampes, puis ils ont déployé leurs capteurs. Ils ont tenté de coller des dispositifs sur les surfaces. Et le boîtier, resté au sol, a déclenché une impulsion massive. L'air, dans la salle, a semblé se contracter. Les capteurs de l'équipe originale, à l'extérieur, l'ont enregistré indirectement, variation brutale de champ électromagnétique. Micro-chute de pression locale. Un phénomène de synchronisation dans les fréquences basses, comme une résonance.
Et chez les 3 observateurs, la même réaction physiologique a été captée. Accélération cardiaque, puis, paradoxalement, ralentissement brutal. Comme si le corps, face à une surcharge, se mettait en économie. Le biologiste a murmuré. C'est une réponse parasympathique. Le cerveau déclenche une protection. L'ingénieur l'a coupé. Le coupé. Ou il se fait court-circuiter. Dans la salle, les intrus ont commencé à parler plus fort, puis à crier. Pas tous. 2 d'entre eux restaient fonctionnels. Les autres donnaient des signes de dérive. Un homme s'est mis à répéter des mots sans cohérence, comme s'il lisait un texte absent. Un autre fixait un arc en tremblant. Un troisième a tenté de sortir, mais s'est arrêté net au milieu du couloir, comme bloqué par une idée. Puis la lumière s'est éteinte, non pas d'un coup, mais par étapes. Lampe 1, noire. Lampe 2, noire. Lampe 3, noire. Et dans ce noir, la tonalité basse est revenue, plus profonde, plus lente. Cette tonalité n'était plus seulement un son. C'était une contrainte, une vibration qui entrait dans les os. Les intrus ont tenté de reculer. Et c'est là que l'archive a activé quelque chose qui ressemblait à la quarantaine partielle. Parce qu'au lieu de leur permettre la fuite immédiate, le couloir a changé. L'équipe originale ne pouvait pas voir le couloir directement, mais elle avait la caméra de perche qu'elle avait laissée à l'entrée, discrètement, la veille. Sur l'écran, le couloir semblait plus long. C'était presque imperceptible, mais le repère visuel, la jonction, les strates, tout donnait une impression de distance accrue, comme si l'espace se dilatait. L'ingénieur a eu un réflexe de rationalité. Ce n'est pas possible. Le glaciologue a répondu avec un calme froid. Pas possible comme on l'entend. Mais si l'archive joue sur la perception, alors tu peux faire croire à un couloir infini sans changer la matière. Le biologiste a senti la panique monter, parce que cette phrase impliquait quelque chose de pire. Si tu peux jouer sur la perception, tu peux empêcher la sortie sans porte verrouillée. Tu bloques l'esprit. Tu bloques l'orientation. Tu bloques la mémoire du chemin. Dans le noir, les intrus criaient, et puis un son s'est ajouté, presque comme une voix. Pas une phrase claire, un assemblage de syllabes proche du langage, mais pas assez pour être humaine. Le biologiste a compris le danger immédiatement. C'est une simulation, c'est une tentative d'accrochage cognitif. Comme un hameçon. L'ingénieur, lui, a observé autre chose. Le boîtier au sol, celui qui envoyait les impulsions, venait de mourir. Batterie à 0, comme drainée. L'archive avait trouvé le moyen de neutraliser l'outil. Mais elle ne neutralisait pas seulement les outils. Elle neutralisait les personnes. Un des intrus est sorti du couloir en titubant, et au moment où il a franchi l'ouverture, il s'est effondré dans la neige, convulsant légèrement. Les autres sont sortis derrière lui, en état de choc. 2 d'entre eux portaient un collègue entre eux. Celui-ci avait les yeux ouverts, mais son regard était vide. Comme s'il ne reconnaissait plus le monde. Ils ont reculé, trébuchant, puis ils ont couru vers leur camp. Le groupe entier s'est retiré. Et à cet instant précis, l'archive a affiché quelque chose sur les panneaux, visible par la caméra de perche, un texte immense, réparti sur plusieurs surfaces. L'équipe originale a enregistré, ils ont zoomé, ils ont isolé des frames, la traduction a pris du temps, mais le son général s'est imposé immédiatement. War anti partiel terminé. Contamination possible. Surveillance requise. Le mot contamination, encore. Le biologiste a chuchoté presque pour lui-même. Ils ne sont pas punis. Ils sont marqués. L'ingénieur a regardé le camp adverse, au loin. On voyait de l'agitation, des gens qui se regroupaient autour des 2 hommes les plus atteints. Et là, une peur différente a traversé l'équipe originale. Si ces hommes ont pris quelque chose cognitivement, ils peuvent le ramener. Ils peuvent le répéter. Ils peuvent déclencher une propagation. Même sans comprendre. Même en racontant juste ce qu'ils ont vu.
parce qu'une idée dangereuse n'a pas besoin d'être comprise pour être transmise. Il suffit parfois d'une description partielle, d'un schéma, d'un principe. Le glaciologue a posé la question la plus concrète. Et maintenant on fait quoi? Le biologiste a répondu sans hésiter. On ferme, avant qu'il ne revienne avec plus de protection, plus d'ondes, plus de monde. L'ingénieur a serré les poings. Mais la fermeture propre exige la renonciation. Ils se sont regardés. La renonciation, dans leur hypothèse, pouvait être un oubli volontaire, ou un engagement à porter la charge, à devenir gardien, et la pression extérieure ne faisait qu'augmenter. Au camp adverse, un troisième hélico est arrivé. Plus petit, mais plus rapide, et il a déposé 2 personnes supplémentaires, avec une valise métallique. L'ingénieur a blêmé. Ils apportent une solution, ou une arme. Ils n'avaient plus de marge. Ils sont retournés à l'archive une dernière fois, de nuit, en profitant d'une fenêtre de calme. Dans la salle principale, le protocole d'Obsidian les attendait. Le texte du contrat est apparu presque immédiatement. Si vous souhaitez le verrou propre, vous devez accepter la renonciation. Et pour la première fois, l'archive a détaillé. Elle a affiché un symbole, puis une série d'étapes qui ressemblaient à un processus d'échange. L'ingénieur a traduit à voix basse, mot par mot. UN objet de pouvoir d'OIT à être abandonné. Un support d'OIT à être sacrifié. La capacité de répéter d'OIT à être limitée. Le biologiste a compris immédiatement la logique. Limiter la capacité de répéter, c'est limiter la diffusion. C'est casser la chaîne. Et la phrase suivante l'a frappé comme un coup. Vous ne pouvez pas emporter tous ceci. Si vous emportez, vous contaminez. Si vous renoncez, vous scellez. Le glaciologue a fermé les yeux une seconde. Ça veut dire quoi? Concrètement, l'archive, comme si elle répondait, a affiché une option claire. Une option qui ressemblait à un bouton, mais qui n'en était pas un cercle de texture au sol, près du monolithe central, qui s'est éclairci légèrement, comme une zone d'interface. Ils se sont approchés. Ils se sont approchés. Et le texte a changé. Plaxer le support de mémoire. L'ingénieur a regardé les disques durs et les cartes mémoire dans sa poche. Le biologiste a compris, et sa gorge s'est serrée. Elle veut nos enregistrements. Elle veut nos enregistrements. L'archive demandait un sacrifice matériel, les preuves, les données. Pas tout peut-être, mais l'essentiel. Parce que si les données sortaient, elles seraient copiées, diffusées, étudiées. Et alors la quarantaine n'aurait servi à rien. L'ingénieur a hésité. Son instinct de scientifique et de technicien hurlait « Ne détruis pas ce que tu as ». Mais son instinct de lucidité lui répondait « Si tu ne détruis pas, d'autres prendront. Et ces autres n'auront aucune retenue. » Ils ont posé sur la zone un premier support, une carte mémoire secondaire contenant une partie des relevés. Le cercle a réagi immédiatement. La matière du sol a absorbé la carte, pas en l'avalant comme une bouche, mais en l'intégrant, comme si la surface devenait plus souple et refermait l'objet à l'intérieur. Le biologiste a reculé, choqué. Ce n'est pas possible. L'ingénieur a répondu sans quitter des yeux la zone. Ce n'est pas de la magie. C'est une technologie de confinement. Elle encapsule. Puis l'archive a affiché la suite. C'est n'est pas suffisante. Le glaciologue a regardé l'ingénieur. Elle veut tout. L'archive a affiché une nouvelle phrase plus crue. La preuve extérieure crée la rue U. La rue U active la quarantaine profonde. Le biologiste a compris le mécanisme. Si les preuves sortent, le monde arrive. Si le monde arrive, la quarantaine profonde s'active. Si la quarantaine profonde s'active, personne ne contrôle la sortie. L'ingénieur a alors posé la question qui allait briser quelque chose en eux. Et si le verrou propre, c'était accepter d'être les seuls à savoir
sans pouvoir le prouver. Le glaciologue a murmuré. C'est exactement comme ça qu'on enterre un secret pour de bon. Ils ont commencé à déposer d'autres supports progressivement. Une seconde carte, un disque secondaire, puis un boîtier complet. À chaque fois, la matière les intégrait. Et à chaque fois, l'archive restait froide, comme si ce n'était qu'une étape. Puis elle a affiché la condition finale. Limitation 2, répétition requise. Cette fois, ce n'était plus du matériel, c'était eux. Le biologiste a senti sa respiration se bloquer. Elle veut qu'on soit incapable de raconter. L'ingénieur a serré les dents. L'ingénieur a serré les dents. Aucun seul d'entre nous porte la charge. Le glaciologue a regardé le monolithe central, puis le cercle au sol, et il a dit calmement, avec une sobriété qui a fait plus peur que la panique. Je pense que c'est un choix. Soit on sort tous, mais en étant incapable de transmettre correctement, parce que l'archive nous aura limités. Soit l'un de nous accepte la charge, et les autres sortent. Le biologiste a posé une question presque enfantine, parce que le cerveau, face à l'horreur, cherche une phrase simple. Et si celui qui accepte ne sort jamais, le texte a changé, comme une réponse directe. Le porteur peut sortir, mais le porteur ne peut pas se transmettre. Le biologiste a blêmi. L'ingénieur a compris, le porteur sortirait, mais serait incapable de donner les détails, incapable de répéter les schémas, incapable de déclencher la ruée, un verrou cognitif. Le glaciologue a avalé sa salive. Et donc le porteur se souvient, mais ne peut pas prouver. Ou il ne se souvient pas entièrement. L'archive va ajouter une phrase finale, glaciale dans sa logique. Le porteur saura assez pour protéger, pas assez pour armer. Assez pour protéger, pas assez pour armer. C'était la définition même d'un compromis. Le biologiste a regardé l'ingénieur. Tu comprends ce que ça veut dire? Elle te propose d'être le gardien qui se souvient juste assez pour empêcher les autres, sans pouvoir leur donner le plan. Tassia, l'ingénieur n'a pas répondu, parce qu'au fond, il comprenait ce que l'archive cherchait à faire depuis le début, transformer une découverte en responsabilité. Et dehors très loin, le bruit d'un rotor est revenu, comme un rappel que le monde ne ferait pas preuve de patience. Le glaciologue a alors fait le geste le plus inattendu. Il a retiré son gant, et il a posé sa main nue sur le monolithe. Le biologiste a attrapé son bras. Il est fou. Le glaciologue a gardé sa main en place. Son visage ne montrait pas de bravade. Il montrait une décision. Je travaille avec le temps. Je sais ce que c'est qu'une archive. Je sais ce que c'est qu'une couche qu'on ne doit pas percer. Si quelqu'un doit porter la charge, je préfère que ce soit moi que des gens venus pour prendre. L'ingénieur a eu un mouvement comme pour protester. Le glaciologue a continué. Toi, tu es celui qui voudra comprendre. Et si tu comprends, tu voudras expliquer. Moi, si je comprends, je saurai me taire. Le biologiste a senti quelque chose se casser en lui, parce qu'il savait que c'était vrai. L'archive a réagi à la main sur le monolithe. La surface du monolithe a changé, à peine, comme une peau qui frissonne. La salle a produit une vibration légère, non agressive. Et le texte est apparu. Porteur identifié. Renonciation en cours. Le glaciologue a eu un spasme très bref. Ses pupilles se sont dilatées. Son souffle s'est suspendu. Le biologiste a crié son nom. Le glaciologue n'a pas répondu. Puis il a retiré sa main. Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme quelqu'un qui revient d'un éblouissement. Et il a dit une phrase que personne n'a comprise sur le moment, parce qu'elle semblait hors sujet. Beaucoup que pors TKT, mais pour ce rouage. Le vent tourne. L'ingénieur a froncé les sourcils. Quoi? Le glaciologue a regardé autour de lui, comme s'il découvrait la salle pour la première fois. Puis il a répété, plus lentement. Le vent tourne, il faut sortir. Le biologiste a senti une terreur froide. Il a déjà oublié,
L'archive a affiché le dernier message comme un saut final. Verrou propre accepté. Mode hibernation initié. Sortie autorisée. Ils n'ont pas discuté. Ils ont pris le glaciologue par l'épaule et ils ont quitté la salle. Derrière eux, les textures des arcs ont commencé à s'apaiser. Le noir redevenait uniforme, comme si les pages se refermaient. Dans le couloir, le silence s'est épaissi, mais sans hostilité. Comme un sommeil, ils sont sortis dans la neige. Ils sont sortis dans la neige. Et au même moment, à l'horizon, des lumières ont bougé. Le camp adverse revenait, plus nombreux, plus équipés. Ils étaient en retard de quelques minutes. L'ingénieur a jeté un regard vers l'ouverture de l'archive. La bande verticale avait déjà commencé à se dissoudre. Pas à se fermer comme une porte, mais à redevenir mûr. Comme si la matière effaçait la jonction. Ils ont couru vers leur camp, le cœur battant, avec une sensation étrange, celle d'avoir accompli quelque chose d'immense, sans pouvoir le raconter. Quand ils sont arrivés, le glaciologue s'est assis, a regardé ses mains, et a demandé d'une voix neutre « Pourquoi on est ici, déjà ?» Le biologiste a eu envie de vomir. L'ingénieur a senti la colère monter, non pas contre l'homme, mais contre la logique cruelle de l'échange. Le glaciologue les regardait sans comprendre leur visage. Et dans son regard, il y avait quelque chose de pire que l'oubli. Il y avait une paix étrange, comme si le poids qu'il venait de prendre était précisément un poids qui supprimait le besoin de savoir. Au loin, les intrus se rapprochaient. Et l'équipe originale, désormais, avait un problème insoluble. Ils devaient quitter la zone, et ils devaient le faire sans preuve complète, sans support, avec un porteur qui ne se souvenait plus comme avant. Mais l'archive, elle, était en hibernation. Elle était en hibernation. Et la glace, dehors, continuait de fondre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.